J'avais connu la sécheresse de 73 parce que j'avais 16 ans. Les anciens arbres là, tout est mort. Aujourd'hui, chez moi là-bas, là, vous ne pouvez pas voir un seul baobab. Or qu'avant, il y avait des forêts de baobabs. Dans tout le Niger, les animaux sont en train de périr. Quand la vache est couchée, il faut réunir tout le monde pour la soulever. Elle arrive à un moment où elle ne peut pas se tenir debout, donc elle meurt. Je me rappelle, vous pouvez vous procurer même une brebis à 1000 francs, 2000 francs parce que les éleveurs en avaient ras-le-bol, ils voulaient s'en débarrasser. Les animaux étaient en train de mourir. Il n'y avait pas à manger. Même quand on leur parle de ça, il y a d'autres qui versent même des larmes, tellement ils ont souffert de ça. Pourquoi on gabe boum? Il y a rien à faire. Il y a Wendy. Il y a Varela. La Varela pour un franc. Tu as tout. Un tabernacle, il faut tuer. Comment on connaît Cabin Torré? Cabin Torré. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Le gouvernement a essayé de faire de son mieux. Il y avait les distributions de vivres. On essaie d'apporter des secours à la population, aux plus démunis. Mais ce n'est pas du tout suffisant. C'est que les gens ont réagi d'une manière qui n'est pas planifiée ni organisée. Chaque pays, les bilatéraux, avaient leur propre stratégie. L'aide n'est pas adéquate. Quand vous amenez du riz, de la farine de blé et du lait à des populations, ils ne peuvent pas consommer. Ce n'est pas leur habitude, ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne savent pas préparer ça. Et donc, il n'y a pas eu de coordination. Et deuxièmement, les pays qui étaient touchés par la sécheresse n'avaient pas de mécanisme pour mettre une coordination. Ils étaient tous là en train d'attendre de l'aide. Et puis, il y avait même des confusions. Quand il y a des aides, ça reste dans les villes. Ça ne part pas du tout dans les campagnes. L'aide alimentaire, quand elle est dans les magasins, ce n'est pas une aide alimentaire. Tant qu'elle n'est pas à la disposition des bénéficiaires, ce n'est pas une aide alimentaire. On avait tout perdu. Et moi-même, mon village, si je peux appeler ça village ou mon campement, on est descendu jusqu'à Ouaga ici. On est resté pendant 1 mois. Mais les gens du village pensaient trouver à manger dans la capitale. C'est pour ça qu'ils se rabattent là-bas. Ils viennent. Niamey était peuplé, surpeuplé même. Les gens étaient en train de chercher ou des petits travaux, des petits boulots. Hein? Ils étaient prêts à tout. Hein? Un peu de nous tournons, il y a du peu de où elle est. Mon amant, tu never go gone. Never go, you can yell at Saponka. To sing here, level your mono. Bada. None too bad. Never go kid them to 2 bon. How go bon on the gilly? You can't find put them, formulate them. To go in a bumbour, to coffee for a boot. Good, signal wrong, yeah. Una matin of younger. Never go. See mananka. Once on a mamka.
Les réseaux, vous savez, comme on le dit, c'est une formidable plateforme de concertation et de coordination qu'on a mise en place en 1984 pour vraiment faire en sorte que les acteurs qui évoluent dans la problématique de la sécurité alimentaire puissent se retrouver et parler le même langage par rapport à la situation de la région. Il y a eu une prise de conscience au-delà de l'aide alimentaire pour dire, malgré tout, cette région n'est pas condamnée. Le réseau est placé sous le leadership politique de la CEDEAO, de l'UEMOA, et c'est un espace consensuel de dialogue, de rencontre d'informations en termes de crise et de vulnérabilité des populations dans les cycles de saison. À partir de cela, nous sommes rentrés dans le processus d'élaboration d'une charte. Nous nous sommes dit qu'il faut obligatoirement avoir un code de bonne conduite par rapport à la mobilisation de l'aide. Voilà pourquoi on a inventé ce mot « charte de l'aide alimentaire ». Parce qu'on a vu également qu'à cause de cette quantité d'aide, du volume d'aide, les gens ne pouvaient même plus produire, parce que quand ils produisent, ils ne peuvent pas vendre. Donc, engagement, ne pas perturber les marchés, engagement de ne pas concurrencer la production, les productions locales et engagement d'investir dans l'agriculture, d'investir dans la production agricole. L'analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau régional se fait à plusieurs étapes. Au Sahel, dès le mois de mai-juin, nous avons cette période de soudure où les populations les plus démunies ont des difficultés. Donc les partenaires, les États également viennent nous dire qu'est-ce qu'ils vont planifier pour appuyer les populations en insécurité alimentaire. La deuxième étape, c'est le suivi de la campagne agricole. Vraiment, c'est une étape importante dans le cadre de l'analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce suivi de la campagne se fait principalement avec les images satellitaires. Nous avons ici une salle de télécommunication qui nous permet de recevoir toutes les 15 minutes des images satellitaires qui nous permettent de suivre la campagne agricole et de dire est-ce que la campagne se poursuit normalement ou pas. Au mois d'octobre, nous allons dans tous les pays pour faire ce qu'on appelle l'évaluation de la campagne agricole, agro-hydropastorale. Et nous analysons la production agricole de manière globale, la situation hydrologique, la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de manière globale. Tout de suite après la mission d'évaluation, nous faisons ce qu'on appelle l'exercice cadre harmonisé. Cadre harmonisé, c'est un outil fédérateur qui permet de déterminer quelles sont les zones qui sont en insécurité alimentaire à l'échelle de la région, quel est le nombre de populations en insécurité alimentaire et quel est le degré d'insécurité alimentaire. Et là, c'est une information capitale donc, qui permet aux institutions régionales que sont la CEDEAO et l'UEMOA de prendre des décisions et d'ajuster leurs réponses. Et ce travail nous permet d'anticiper sur les problèmes qui vont se poser au niveau agricole. Les déficits alimentaires d'un côté, les déficits de production dans certains pays, les excédents dans l'autre. Et tout cela nous permet d'anticiper sur ces questions. C'est pourquoi c'est un réseau qui est important pour nous. Ces informations partagées, analysées, qui font l'objet de consensus déjà au PREGEC de novembre, qui vont être présentées maintenant au niveau du RPCA du mois de décembre. Donc à partir de ce moment-là, on sort de conclusions et de recommandations. Et donc chacun, en ce qui le concerne, sait exactement ce qu'il doit faire. Et ce qui fait que la région n'a jamais été surprise par rapport aux situations difficiles que traverse notre sous-région. Au lieu de gérer des crises, on est dans la prévention. Et la conséquence aussi est qu'on développe de plus en plus des programmes de prévention qui tablent sur des systèmes d'information de plus en plus raffinés et qui permettent de cerner davantage la situation des marchés. Ça permet également de construire des programmes de développement
Au lieu d'attendre que les crises s'installent, du coup, on a tendance à orienter les programmes avec les partenaires sur l'investissement auprès de ces populations vulnérables. Et ça permet également d'améliorer l'efficacité de l'aide lorsque l'urgence humanitaire intervient. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour ajuster le cycle de programmation humanitaire des Nations Unies afin de prendre en compte les résultats des travaux du réseau dans les appels humanitaires des Nations Unies. L'Afrique de l'Ouest est une des seules régions du continent africain à avoir cet accès-là de discussion directe avec les partenaires de la communauté internationale dans l'enceinte de l'OCDE. Un exemple concret de l'action du RPCA, c'est la mise en place de la réserve régionale de sécurité alimentaire au niveau de l'espace CEDEAO. La décision a été prise au cours d'une réunion du réseau qui a poussé au niveau politique, au niveau international. Et le G20 a soutenu la région Afrique de l'Ouest et a d'ailleurs utilisé la région Afrique de l'Ouest comme zone pilote pour expérimenter la mise en place des réserves régionales de sécurité alimentaire. Les Nations Unies contribuent aux analyses, aux discussions, aux travaux du RPCA et les résultats de cette discussion nourrissent aussi les activités des Nations Unies. Nous rentrons dans un processus effectivement d'apprentissage mutuel entre non seulement l'OCDE et ses partenaires ouest-africains. « 2030, c'est demain. Nous, notre premier défi, c'est de nourrir l'Afrique. Et là, d'ici 30 ans, 40 ans, 50 ans, on a une marge de manœuvre. Nous avons des terres arables, nous avons des ressources en eau, nous avons une population jeune et dynamique. Et bien, utiliser tous ces atouts pour faire en sorte que nous puissions approvisionner suffisamment notre population et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ma première priorité, c'est l'agriculture. Ma deuxième priorité, c'est l'agriculture. Ma troisième priorité, c'est l'agriculture. Si nous voulons aider nos populations, la première chose que nous devons faire, c'est d'abord faire en sorte que notre agriculture puisse être une agriculture qui nourrisse les populations. Et nous nourrir veut dire quoi? De continuer de produire nos produits. Je me suis lancée comme défi de faire en sorte que les animaux, le bétail du Niger ne souffrent pas parce que nous avons un problème d'aliments pour bétail de bonne qualité. Notre centre de recherche, ils ont développé des aliments très riches et moins coûteux à base des produits locaux. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire? Côté investissement, c'est difficile quand on n'a pas les moyens. Pour une jeune entrepreneur comme moi, c'est un peu difficile. Il faut avoir quelque chose de côté. Si tu n'as pas assez de fonds, ben écoutez, on ne te donne rien. C'est l'accompagnement qui est très difficile, avoir des gens qui peuvent t'accompagner. Le plus important, c'est que nous ayons un investissement massif dans le secteur agricole de notre communauté. Aucun pays ne s'est développé s'il n'a pas investi dans le secteur de production agro-silvopastorale et halieutique. Nous savons que la sous-région regorge d'énormes potentialités, mais le système de production reste de subsistance. Il faudrait passer de la subsistance à la production et à la transformation. Par exemple, si on prend le lait, mais on produit du lait, il n'est pas transformé. Pourquoi faut-il acheter du yaourt, du fromage, du lait en boîte, et ainsi de suite? Nous pouvons certainement transformer ce lait-là et le rendre disponible à un prix abordable. Le secteur de l'élevage est un secteur très important pour le Niger. Si nous voulons développer ce pays-là, c'est vraiment à travers l'élevage. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est à partir de la race Azawak, qui sont des animaux sahéliens du Niger. On a pu faire l'insémination pour avoir la race Holstein et augmenter la quantité de production laitière. Voilà, faire une laiterie et après transformer ça en fromage et les vendre. La vraie problématique, c'est la maîtrise de l'eau. Comme vous le savez, notre agriculture était jusqu'alors simplement une agriculture pluviale, ce qui ne permet pas
de faire tout ce que nous voulons faire. Il faut créer une agriculture climato-intelligente pour permettre aux populations de s'adapter, de devenir résilientes et de vivre avec ce changement climatique. Avec le goutte à goutte, on peut produire tout au long de l'année sans arrêt. Parce qu'on sait bien qu'il y a des périodes de soudure où on a une rupture. Alors que si on produit toute l'année, on peut s'en sortir. Donc le goutte à goutte a un avantage très économique. Ça doit être répandu dans les pays sahéliens pour faire face à ce changement climatique dont nous vivons actuellement. On va rendre à l'échelle ces expériences, ce qu'ils appellent scaling up et scaling out, pour que nous puissions vraiment rendre résilientes ces populations. Il est évident que d'ici 2030, 2040, 2050, la population va continuer à augmenter. Les terres disponibles vont commencer à se rétrécir. Donc il faudrait récupérer les terres qui sont dégradées. Il y a d'abord l'amélioration des techniques de production agricole par la recherche, par l'amélioration des variétés, par la sélection des intrants, mais il y a aussi la problématique du débouché régional pour les produits agricoles. C'est pourquoi notre rôle en tant que CEDEAO est de fournir à nos producteurs agricoles un marché régional agricole stable, débarrassé de tous les obstacles pour que, évidemment, ça puisse être une incitation à produire davantage. Les outils, c'est bien, mais le plus important, c'est de créer dans les pays les conditions politiques, économiques et techniques pour leur application effective. Dans les années 30, nous serons environ 500 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest. Dès lors, le défi, c'est comment assurer la sécurité alimentaire de cette population composée en majeure partie de jeunes, puisqu'il est estimé que 60% de cette population a moins de 25 ans. Et également, nous sommes face à un phénomène d'urbanisation croissante qui font que la jeunesse immigre vers les villes, posant donc un problème plus important pour l'alimentation. On a de plus en plus de personnes vulnérables qui ont plus de difficultés à accéder à l'alimentation. Et ce nombre de personnes va s'accroître davantage parce qu'on va vers un accroissement des populations qui vivent en milieu urbain. Les sécheresses ne sont même plus les seuls facteurs déterminants. Que la campagne agro-pastorale soit bonne ou mauvaise, que les marchés fonctionnent correctement ou pas, la région doit gérer annuellement pas moins de 3 à 4 millions de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique. Nous avons besoin surtout d'actions de développement dans la durée qui puissent permettre vraiment de sortir les populations de cette pauvreté endémique et qui leur permettent également d'assurer leur sécurité alimentaire durable. La complexité croissante des crises impose forcément que le réseau s'investisse davantage dans de nouveaux outils performants d'analyse, de prévention et d'anticipation. Le réseau de prévention des crises alimentaires peut jouer un rôle important dans la mesure où il peut promouvoir la concertation et la mise en commun de nos efforts au niveau de tous les acteurs de notre région pour atteindre l'objectif qui est zéro faim d'ici 2030.